peut-être, pour commencer ma présentation, peut-être justement revenir sur la perspective franco-allemande, contextualiser peut-être aussi notre colloque, ce qu'a déjà commencé à faire Patrice Naud à l'instant, contextualiser sur le plan de la politique européenne et notamment sur le plan de la politique franco-allemande. Une chose est assez frappante, c'est ce désir, cette volonté qu'ont nos responsables politiques ces derniers temps d'aller les uns vers les autres, ce qu'on n'avait plus trop connu ces dernières années. Je relève en particulier, mais je ne cite que quelques cas, j'avais relevé dès le mois de janvier, immédiatement après sa prise de fonction, la visite du tout nouveau ministre des Affaires étrangères, Sigmar Gabriel, qui remplaçait Frank-Walter Steinmeier. Et sa première visite avait été pour la France. Et il s'était à cette occasion entretenu déjà avec son homologue français sur la problématique migratoire, entre autres, pas exclusivement. Je note également que pour préparer le prochain sommet franco-allemand évoqué à l'instant, les ministres des Affaires étrangères allemands et français, donc Jean-Yves Le Drian, tout juste en poste, ont commencé à préparer ce sommet franco-allemand, se sont déjà entretenus pour cerner et identifier les questions les plus vitales, les plus cruciales à résoudre pour l'Europe et en particulier pour la France et l'Allemagne, qui sont en train, semble-t-il, d'insuffler une nouvelle dynamique au projet européen. Du moins, nous avons des raisons de l'espérer et quelques frémissements en ce sens nous montrent que c'est en train de se mettre en branle. De la même manière, les consultations franco-allemandes qui ont déjà eu lieu pour préparer le très prochain sommet du G20 le 8 juillet à Hambourg, sous la présidence allemande, témoignent que nos dirigeants de part et d'autre ont à cœur d'aborder ensemble les problèmes ou les questions les plus cruciales, dont la question migratoire. Je ne veux pas d'emblée parler de crise migratoire, bien que l'expression soit dans toutes les bouches et dans tous les rapports médiatiques. Donc voilà, donc contextualiser ce rapprochement, ces tentatives de rapprochement très concret franco-allemand pour aborder la question des migrations. C'est par là que je voulais commencer pour en venir progressivement à mon sujet. En venir à mon sujet, c'est peut-être pointer d'emblée les différences et les ressemblances qui peuvent exister entre nos deux pays en matière migratoire. Pour ce qui est des faits les plus marquants, des points les plus marquants, on peut avancer comme ressemblance déjà entre nos deux pays le fait, j'ai couché ça brièvement sur le papier, que la France comme l'Allemagne a tardé à se reconnaître comme pays d'immigration. C'est peu connu en France. Les Français ont le sentiment que la France, terre d'asile, terre de liberté, c'est toujours connu et reconnu comme terre d'immigration. Ça n'est pas si évident que cela, et je pense que Catherine de Winden nous en dira davantage demain matin sur cette question. Ce que l'on peut pointer comme ressemblance également entre les politiques migratoires ou la gestion migratoire de nos deux pays, ce sont ces hésitations permanentes entre ouverture et fermeture, entre inclusion et exclusion, au gré des phénomènes historiques, au gré des contextes économiques et politiques de nos pays respectifs. Un troisième point, qui est également, me semble-t-il, une ressemblance assez marquante, c'est un certain manque d'intérêt des pouvoirs publics pour la question migratoire pendant des décennies. C'est vrai en Allemagne et c'est vrai en France de la même manière. La question migratoire, durant de longues décennies, n'a guère été à l'agenda politique. Pas plus en France qu'en Allemagne. Découlant de cela, très logiquement, une absence de débat public également dans nos deux pays, débat public sur l'immigration et les questions qui relèvent de l'immigration. La prise de conscience dans nos deux pays s'est faite à peu près, me semble-t-il, à la même époque, dans les années 70, une prise de conscience relativement lente. Elle a été peut-être plus visible en Allemagne avec le mémorandum Kuhn en 1979,
Kuhn était le premier délégué aux étrangers en Allemagne, et c'est lui, je pense, qui, au plan politique, a le premier pointé la question migratoire et l'a mise, ou a souhaité, a essayé de la mettre à l'agenda politique. Par contre, sans doute une différence de taille entre la France et l'Allemagne, c'est en France un arsenal législatif, véritablement tout un arsenal qui a été déployé dès les années 70, notamment en matière d'accès à la nationalité. Et là, c'est, me semble-t-il, une assez grosse différence avec l'Allemagne, où il faut attendre à peu près les années 90 et surtout la fin des années 90 pour que ces questions de citoyenneté, de nationalité, d'accès, de naturalisation soient véritablement débattues à la fois dans la sphère politique et au sein de l'espace public. Des similitudes, il y en a beaucoup, je ne vais pas toutes les énumérer, mais je citerai également les débats persistants qui n'ont d'ailleurs toujours pas trouvé de réponse convaincante ou concluante. Débats, par exemple, sur le droit de vote au municipal pour les étrangers, droit de vote aux élections. Voilà une question qui n'est toujours pas résolue ou pas totalement résolue, loin s'en faut, dans nos deux pays. Je termine sur les points communs, cette brève introduction, d'autres points communs. Tout à fait perceptible aujourd'hui, suite à la fameuse crise des réfugiés des années 2015-2016, avec le point d'orgue en 2015, une véritable angoisse de voir éclater l'union nationale dans nos deux pays, une angoisse qui est exprimée notamment par des formations politiques telles que le Front National en France ou l'AfD, l'Alternative pour l'Allemagne, en Allemagne. Je ne prends que cet exemple. Des formations politiques qui, et elles ne sont pas les seules, mettent en avant le mythe de la société homogène qui persiste toujours aujourd'hui dans nos deux sociétés auprès d'un certain nombre de nos concitoyens. Enfin, et là je terminerai peut-être sur une différence. Si l'on regarde la politique migratoire et le débat, surtout la rhétorique politique, le débat politique autour de la question migratoire dans nos deux pays, il me semble constater que l'Allemagne, alors peut-être suis-je trop optimiste, mais que l'Allemagne a fait des pas de géant. L'Allemagne a beaucoup progressé en la matière en assez peu de temps, après avoir été extrêmement lente à se positionner et à se reconnaître comme pays d'immigration. L'Allemagne a, depuis quelques années, depuis même quelques décennies, depuis la fin des années 90 et surtout depuis le début des années 2000, entamé une série de réflexions, entamé également une série de débats politiques pour améliorer son cadre législatif d'accueil aux étrangers. Pendant ce temps, la France, de son côté, me semblait, c'est très personnel et vous aurez le droit de contester mes propos, cela va de soi, le débat y servira. Il me semble que la France connaît une certaine crise de son modèle assimilationniste depuis quelques décennies déjà. Donc un soi-disant creuset français, un soi-disant modèle assimilationniste qui était censé fonctionner pour la cohérence de nos sociétés et qui, me semble-t-il, fonctionne nettement moins bien en France. Donc, présentation générale sur ce qui peut nous rassembler et éventuellement, non pas nous diviser, mais nous différencier les uns des autres. Je vais, avant de rentrer dans le vif du sujet de ma présentation, qui portera plus, vous l'avez compris, sur l'Allemagne, un mot de notre colloque, malgré tout, qu'il ne faut pas que j'oublie de présenter un peu plus précisément. Je ne reviens pas sur les grands axes dont vous avez vu sur les programmes que vous possédez, comment ils vont se dérouler, s'articuler tout au long de ces 2 journées. Je tiens à souligner, c'est visible sur ce programme, mais il est important de le redire, la quasi exacte parité entre les conférenciers français et les conférenciers allemands. Je tiens également à souligner, parce que ça me paraît intéressant justement, que
on remarque, et c'est très très significatif, que ce sont parfois nos amis allemands qui vont parler de la France et ce sont parfois les Français qui vont parler de l'Allemagne, sans compter les quelques interventions où on aura véritablement l'approche comparatiste dans une seule intervention. Et si ça n'est pas témoigné d'un intérêt réciproque pour ce qui est arrivé à l'autre dans notre pays voisin, alors je ne m'y connais plus. Pour ce qui est des conférenciers, dont la plupart sont déjà ici ce matin et d'autres vont nous rejoindre tout au long de la journée et demain, je me félicite que les scientifiques que nous sommes viennent d'horizons aussi divers et de sites géographiques également aussi divers, puisque côté allemand, nous avons Berlin, nous avons Osnabrück, nous avons Bielefeld, nous avons Gießen. Du côté français, nous avons certes Paris, mais nous avons l'Ouest, le Grand Ouest, avec Angers et Nantes, bien sûr. Nous avons le Sud avec Bordeaux, nous avons Mulhouse, donc le Nord. Donc je pense que ça peut paraître symbolique ou anecdotique ou accessoire. Je crois que ça ne l'est pas, parce que ça montre déjà la vitalité de la recherche dans nos deux pays respectifs, dans différents points géographiques et au sein de diverses universités. Ce qu'il faut souligner concernant les conférences qui vont vous être présentées pendant ces 2 jours, c'est également le balayage temporel annoncé déjà dans l'intitulé du colloque, l'histoire migratoire en mouvement du 19e siècle à aujourd'hui, un balayage temporel que l'on peut voir et que vous verrez plus précisément, puisque on va aborder les migrations, même émigration en un mot, vers les États-Unis au XIXe siècle, au milieu du XIXe siècle. On abordera également l'histoire migratoire au tout début du XXe siècle et dans l'entre-deux-guerres. On abordera les migrations dans les années 50, dans les années 60, dans les années 70 et jusque dans les années 2000. Donc un balayage temporel large, des bornes chronologiques délibérément larges, qui nous permettront, j'espère, c'est l'objectif, d'aborder la question migratoire dans la longue durée et certainement pas, en aucun cas, en se focalisant sur aujourd'hui la crise des réfugiés ou la problématique de l'asile exclusivement là en 2017, par exemple. Donc voilà pour cette présentation de notre colloque. Vous avez noté qu'il sera suivi d'une table ronde demain après-midi, une table ronde qui aura lieu dans un autre endroit que celui-ci. Vous avez toutes les informations et nous y reviendrons pendant les pauses. Nous aurons le temps d'en discuter. Ce qui m'importe de souligner, pourquoi cette table ronde? Eh bien, ça a déjà été formulé par Clément dans son introduction tout à l'heure et je l'en remercie. L'objectif de projets tels que le nôtre, tels que CITER en particulier, l'Europe et les frontières de la citoyenneté, l'objectif et un petit peu le contrat, c'est de ne pas rester entre soi, dans un entre-soi universitaire qui peut avoir certains aspects séduisants et d'autres aspects moins sympathiques. Nous pensons au contraire qu'il est très important de s'ouvrir à la société civile. Ça sera l'objectif de la table ronde de demain. J'aimerais revenir aussi, avant de véritablement rentrer dans mon sujet, car je suis déjà dans mon sujet, revenir sur le rapport produit conjointement par Jean-Marc Ayrault et Annette Kramp-Karrenbauer, qu'a mentionné Patrice Naud tout à l'heure. Un rapport que j'ai lu pour ma part avec beaucoup d'intérêt. C'est un rapport d'une 50aine de pages. Et c'est un rapport qui, à certains égards, m'a surprise. Et il y a en particulier une remarque conclusive de ce rapport qui m'a étonnée en tant que chercheuse en histoire des migrations. C'est la suivante. Alors, je suis à peu près vers la fin du rapport. Je cite. « Une des conclusions de la journée d'études organisée par France Stratégie était la disponibilité insuffisante d'études scientifiques traitant les sujets de l'intégration, de l'immigration et des discriminations. Lors de notre travail commun, des visites de terrain et des réunions avec les experts, nous n'avons cessé de nous heurter à cette problématique.
Nous suggérons donc le développement des recherches franco-allemandes sur ces questions d'immigration et d'intégration. Ça a déjà été évoqué par Patrice Naud tout à l'heure. Personnellement, ce qui m'a étonné, c'est visiblement cette encore absence de dialogue entre les politiques et les scientifiques réunis aujourd'hui. Une absence de dialogue ici qui me paraît manifeste, puisque nous savons, et nous allons le démontrer dans les 2 jours à venir, nous savons, nous, que nous travaillons sur les questions d'immigration, d'intégration et de discrimination. Et nous savons, nous, que nous sommes connectés les uns avec les autres. Et nous savons, nous, avec ce projet CITER, que l'approche pluridisciplinaire est effective, qu'elle est réelle, qu'elle est concrète. Donc voilà, il me semblait, et nous aurons l'occasion d'en reparler demain à la table ronde, qu'il fallait impérativement introduire ce colloque en montrant que visiblement, il y a là un déficit et que nous allons nous employer à corriger ou à combler quelque peu ce déficit. Donc, je vais passer véritablement à mon intervention et c'est l'occasion de me rappeler à moi-même ce que je vous rappelle à tous. Nous sommes censés parler 20 minutes, tenir notre timing. Nos amis et collègues modérateurs s'emploieront à veiller au respect de ce timing de manière à ce que nous puissions avoir 15 minutes de débat, d'échange après chaque intervention, de manière à ce que la salle puisse véritablement agir en interaction avec nous. Donc c'est important, je voulais le rappeler. Voilà, et j'y vais. Donc histoire de l'immigration, politique migratoire de l'Allemagne. Je vais vous brosser une période longue puisqu'elle commence en 1945 et elle va aller jusqu'à aujourd'hui. Je ne vais pas rentrer, je vous rassure, dans tous les détails. Je vais au contraire essayer de retracer les étapes marquantes de cette histoire migratoire allemande. L'Allemagne, un pays d'immigration qui s'est longtemps ignoré en tant que tel. On peut distinguer, c'est aléatoire, c'est mon choix, on aurait pu découper autrement, mais on peut distinguer, me semble-t-il, 8 grandes phases de la politique publique migratoire en Allemagne. Quand je parle de l'Allemagne, je précise tout de suite, il s'agira essentiellement, presque exclusivement, de l'Allemagne occidentale, puis devenue Allemagne réunifiée en 1990. 8 phases donc, que j'expose rapidement avant de revenir sur chacune d'entre elles. Première phase, 1945-1950, la phase de l'accueil des réfugiés et des expulsés, les Vertriebenen, en Allemagne. La phase suivante, 1955-1973, est la phase du recrutement de main-d'œuvre étrangère, qui est tout à fait en analogie d'ailleurs avec ce qui se passe à la même époque en France. Troisième phase, que j'appellerais phase de consolidation, et je ne suis pas la seule à utiliser ce vocabulaire fréquemment usité, c'est la phase 1973-1979, et on verra pourquoi on peut parler de consolidation. Quatrième phase, c'est la décennie 1980, caractérisée par, de mon point de vue, caractérisée par le débat sur l'intégration. Cinquième phase, la décennie 90, 1991-1998, phase marquée au plan migratoire en Allemagne par une triple vague migratoire. Sixième phase, 1998-2004, une période tout à fait décisive puisqu'elle voit s'accomplir un véritable tournant dans la politique migratoire du gouvernement allemand. Septième phase, 2005-2014, je l'identifie en tant que phase, en tant que période. Il me semble que c'est la période où l'Allemagne passe doucement
d'un pays d'immigration à un pays d'intégration. En tout cas, l'objectif est là. Dernière phase, elle court jusqu'à aujourd'hui, à partir de 2015, et on pourrait la marquer, la caractériser par la crise des réfugiés. Je préfère pour ma part la caractériser comme étant la phase de l'Allemagne post-migratoire. Qu'est-ce que j'entends par l'Allemagne post-migratoire ? Et c'est une similitude que j'aurais pu signaler d'emblée tout à l'heure sur ce qui nous rapproche en France et en Allemagne. Nous sommes deux sociétés post-migratoires. Très simplement, qu'entendre par post-migratoire ? Une société post-migratoire est une société structurée par les migrations passées, présentes et à venir, littéralement. Structurée par ces migrations et structurée bien évidemment par les débats, les controverses, les négociations, les renégociations multiples pour gérer cette migration ou ces migrations. La phase post-migratoire actuelle, et nous en prenons pour un certain temps, elle correspond aussi bien à la France qu'à l'Allemagne. J'en viens à la première phase, pour l'Allemagne, la phase 1945-1950, celle qui voit venir en Allemagne les réfugiés et les expulsés, qui sont ces Allemands, ces appartenants allemands ou ces Allemands de l'ancien Reich allemand qui viennent d'Europe centrale, d'Europe orientale, qui vont venir notamment de Pologne, de Roumanie, de Hongrie, de Tchécoslovaquie, et d'ex-URSS ou de l'URSS telle qu'elle est en train de se consolider à l'époque. Ces réfugiés, ces expulsés, le chiffre officiel le plus souvent retenu, même s'il est parfois contesté, il y a quelques divergences, mais enfin tout le monde s'entend à peu près sur le chiffre de 14 millions. 14 millions de réfugiés, d'expulsés. Sur ces 14 millions, 2 millions, là aussi, chiffre estimé, c'est très difficile d'avoir un chiffre absolument exact, 2 millions ne survivent pas à leur fuite ou à leur expulsion. Ce sont des personnes âgées, des femmes, des enfants, beaucoup ne survivent pas. On estime donc ce chiffre à 2 millions. Sur les 12 millions estimés d'expulsés, de réfugiés véritablement accueillis dans l'Allemagne, qui n'est pas encore la double Allemagne, qui se remet tout juste de la défaite, vous avez 8 millions qui vont être accueillis en RFA. La RFA et la RDA existent officiellement à partir de 1949. Donc avant même la création de la RFA et de la RDA, sont accueillis à l'ouest 8 millions de réfugiés ou expulsés et à l'est 4 millions. Je ne rentrerai pas dans le détail parce que je subodore que Yanis Panagiotidis, demain, nous en parlera. Je ne veux pas le faire à sa place car il le fera formidablement. Je voudrais juste souligner quelque chose qui, à mes yeux, est très important. On oublie trop souvent à quel point l'accueil d'une population d'immigration, d'une population d'immigrés est difficile. Quel que soit le contexte, quel que soit le pays, quelles que soient les circonstances, c'est un accueil qui ne va jamais de soi, contrairement à ce que, a posteriori, on peut penser. Et donc, concernant les réfugiés et les expulsés en Allemagne, on voudrait aujourd'hui nous faire croire, il existe un mythe du miracle de l'accueil des expulsés, comme on a eu un miracle économique allemand, et je pense qu'il s'agit véritablement d'un mythe, car les textes, les documents, les archives, les témoignages nous montrent qu'il n'en a rien été. Et que pour la société allemande et pour l'Allemagne détruite, largement détruite, ça a été une gageure extraordinaire que d'accueillir ces flots de réfugiés et d'expulsés, fussent-ils allemands ou d'appartenance allemande. C'est important de le souligner parce que les décennies passent très vite et aujourd'hui, lorsque l'on se voit confronté au problème des réfugiés et de l'accueil des réfugiés, on oublie trop souvent à quel point ce qui peut sembler aujourd'hui avoir été une réussite a été excessivement difficile. Donc je ne m'attarde pas sur cette question des réfugiés et des expulsés, mais on pourra y revenir lors de notre échange. Je passe directement à la deuxième phase, deuxième période,
la période 1955-1973, qui est celle du recrutement très volontariste de main-d'œuvre étrangère. Une politique de recrutement qui repose en Allemagne comme en France sur le même principe, c'est-à-dire sur des accords bilatéraux de recrutement. C'est-à-dire, concrètement, pour l'Allemagne, l'Office fédéral du travail crée ses propres agences de recrutement dans les pays concernés. Il s'agit d'une immigration massive de main-d'œuvre exclusivement sud-européenne, principalement employée dans l'industrie minière, la Ruhr notamment, mais pas exclusivement, puisqu'elle est employée également dans l'industrie automobile, notamment à Berlin, mais également on a Siemens, à l'époque Siemens spécialisé dans les luminaires, Berlin, où il y aura une main-d'œuvre étrangère assez considérable. Il s'agit d'emplois à faible qualification, peu ou mal rémunérés, physiquement éprouvants, système des 3-8, travail à la chaîne. Bon, vous connaissez ce contexte, vous le connaissez pour la France, qui a connu le même, et vous le connaissez pour l'Allemagne, je n'insiste pas. Je préfère rappeler la succession chronologique de ces accords de recrutement tels qu'ils ont été passés en Allemagne, par l'Allemagne, avec ses pays méridionaux européens, que sont d'abord l'Italie en 1955, l'Espagne et la Grèce en 1960, la Turquie en 1961, le Maroc en 1963, le Portugal en 1964, la Tunisie en 1965 et enfin la Yougoslavie en 1968. Les travailleurs immigrés qui arrivent en Allemagne, vous le savez, sont appelés Gastarbeiter. Gastarbeiter, qui est une terminologie que nous, Français, évitons de traduire en général. Si nous cherchons à traduire littéralement, ce sont les travailleurs invités, bel oxymore. Et d'ailleurs, dans les années 70, les sociologues allemands ont suscité un débat qui n'a eu que peu d'écho dans la sphère politique, mais en tout cas dans la sphère scientifique, un débat sur l'opportunité qu'il y a à baptiser ainsi des personnes que l'on fait venir, non pas pour qu'ils profitent de leur voyage et de leur séjour, mais pour qu'ils travaillent. Donc Gastarbeiter s'est néanmoins imposé, car encore une fois, la question migratoire n'était certes pas à l'agenda politique. Et ces questions-là, ces considérations préoccupaient assez peu les responsables politiques. Des Gastarbeiter qui sont considérés en fait comme une valeur d'ajustement. On parle de Pufferarbeit ou Pufferarbeitskraft, une valeur d'ajustement, c'est-à-dire en période de crise, on peut réduire ce recrutement et au contraire, lorsque tout va bien et qu'on est en manque de main-d'œuvre, ce qui est tout à fait le cas dans les années 50 au moment du miracle économique, on les fait venir massivement. Un système qui est pensé initialement comme un système de rotation, mais qui, pour diverses raisons, ne va pas fonctionner aussi bien que cela. Et nous avons, je pense, à ce niveau-là, à peu près la même problématique en France. Je pense que Catherine Witold de Winden abordera ce point demain. Pourquoi ça ne fonctionne pas si bien que cela ? Pour un certain nombre de raisons, et notamment parce qu'il n'est pas véritablement de l'intérêt des entreprises de changer perpétuellement de main-d'œuvre. Une fois que vous avez formé quelqu'un, vous avez tout intérêt à le garder et vous n'avez pas forcément envie, tous les ans ou tous les 2 ans, de reformer une nouvelle main-d'œuvre. Les entreprises, donc, n'y voient aucun intérêt. Au contraire, beaucoup d'inconvénients. Les acteurs eux-mêmes de la migration prennent leur destin en main eux-mêmes, bien souvent, et ont des objectifs, ont des idéaux, ont des désirs qui ne correspondent pas forcément aux désirs des offices de recrutement allemands sur place. Donc le système, dans la pratique, est très loin d'être aussi réglementé, très loin d'être aussi transparent qu'il prétend l'être officiellement. Ce qui fait que dès l'origine, et c'est un point important, on a une migration de peuplement et une migration de travail qui viennent coïncider et qui sont étroitement corrélées l'une et l'autre. On avait pensé à une migration de travail, mais rapidement on se retrouve avec une migration de peuplement.
Je ne prends qu'un seul cas, celui de l'Italie, mais c'est vrai aussi de la Grèce. Il faut considérer également les motivations des pays qui sont les bassins de recrutement. L'Italie, la Grèce, en fonction de leurs problématiques ou problèmes économiques, ont tout intérêt à voir partir un certain nombre de leurs jeunes, pas très qualifiés, il faut le dire, en période de crise économique et en période de revendication salariale aiguë pour ce qui est de l'Italie. Les mêmes pays peuvent avoir intérêt à ce que des familles accompagnent ces jeunes recrutés. Donc des jeunes hommes, mais pas exclusivement de jeunes hommes, et là aussi c'est un mythe qu'il faut déconstruire, un certain nombre de femmes sont venues avant, pendant et après la migration masculine. Ce n'est qu'assez tardivement, à la fin des années 90, au début des années 2000, qu'avec les études de genre, Gender Studies, on a vu émerger un certain nombre de travaux qui ont mis en lumière l'importance de l'élément féminin dans la migration de recrutement à cette époque en Allemagne. Au total, donc, un certain nombre, je saute quelques lignes voilà, parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps. Au total, 12 millions de Gastarbeiter qui ont travaillé à un moment ou à un autre en RFA. Et sur ces 12 millions, on estime à peu près à 3 ou 4 millions le nombre de ceux qui sont effectivement restés. Je n'ai pas le temps de m'attarder sur le cas de la RDA, si ce n'est pour signaler que la RDA a eu son propre système de recrutement avec des ouvriers qu'elle a appelés des Vertragsarbeiter ou Vertragsarbeitnehmer, dans des conditions à peu près similaires, à ceci près que le système de rotation est-allemand a été très strictement observé. Et à ceci près, peut-être, que l'exclusion des immigrés en RDA a peut-être été encore plus manifeste qu'en Allemagne occidentale. Mais je n'ai pas le temps de m'attarder sur cette question. 1973, arrêt du recrutement. Ce que je voudrais peut-être signaler pour terminer, c'est que selon ce dont on se rend très bien compte à distance, quand on regarde cette histoire du recrutement allemand, on se rend compte que lorsque tout va bien, lorsque le contexte est positif, lorsque le contexte économique est favorable, la question migratoire n'est guère un sujet médiatique, n'est guère un sujet dans l'opinion publique. En revanche, en période de crise, et pour l'Allemagne c'est le cas notamment dans les années 66-67, survient subitement dans l'espace public, dans l'espace médiatique, la question migratoire comme étant un problème migratoire. Sont pointées l'absence de maîtrise linguistique, l'absence de capacité d'intégration des intéressés, etc. Ça, c'est tout à fait remarquable et on le retrouve à toute étape. Je franchis justement quelques périodes et j'en viens notamment aux années 90. Années 90, une triple vague d'immigration qui sera évoquée à nouveau demain pour une partie d'entre elles. Vous avez les Aussiedler et Spätaussiedler qui sont véritablement ces appartenants allemands qui viennent de l'Est de l'Europe. Donc les Aussiedler qui viennent d'abord de Pologne, puis de Roumanie, puis d'ex-URSS. À la même période, vous avez les Übersiedler, qui sont ceux qui passent d'Allemagne de l'Est en Allemagne de l'Ouest. À la même période, vous avez, vous le savez, au début des années 90, les demandeurs d'asile et les réfugiés. Une conjoncture migratoire inédite pour l'Allemagne, si nous prenons le cas des seuls Aussiedler, du début de leur arrivée, considérons 1950 comme le début de leur arrivée, immédiatement après l'accueil des réfugiés et des expulsés, les Aussiedler qui commencent à arriver, mais tout petitement au début, par quelques petits milliers chaque année, et encore au tout début, dans les années 50, 60, 70, alors que le bloc de l'Est est parfaitement hermétique, ces Aussiedler arriveront finalement jusqu'à aujourd'hui au nombre de plus de 4,5 millions. À la fin des années 80 et au début des années 90, ils sont extrêmement nombreux, l'année de pointe étant 1990 avec, je n'ai plus le chiffre en tête, de 300 000, 350 000, près de 400 000 en gros. Pour les seuls Aussiedler, les Übersiedler et les demandeurs d'asile, notamment avec la guerre en Yougoslavie. S'il est intéressant de retracer cette conjoncture migratoire allemande, et j'en viens à ma conclusion très rapide, si c'est intéressant, c'est pour souligner également
le fait, et je pense que ça nous différencie véritablement, le fait que l'Allemagne, à toute époque de son histoire, l'Allemagne contemporaine, l'Allemagne que nous connaissons depuis sa création en 1949, cette Allemagne-là dont je parle, connaît depuis sa création, depuis la fin de la guerre, un processus absolument ininterrompu d'accueil migratoire. Et de ce point de vue, l'Allemagne, me semble-t-il, a développé une série d'outils, un arsenal législatif que je ne peux pas détailler ici, des outils spécifiques, des structures d'accueil. Et donc l'Allemagne dispose d'une expertise en la matière. Et je crois que ça n'est pas le cas de la France. La France, certes, a accueilli ses pieds noirs au début des années 60, mais pas dans les mêmes proportions quantitatives. Rien à voir. Et la France, certes, a connu le recrutement, mais pas peut-être pas exactement avec la même intensité. La France, par la suite, n'a pas eu n'a pas eu la joie d'avoir une réunification et la difficulté d'avoir à accueillir une population en mouvement. Donc je pense que c'est ce qui différencie fondamentalement nos deux pays. Je pense qu'en formule conclusive, je tenais absolument à le resignaler. Peut-être n'ai-je pas assez insisté sur les années 90, et ce sera mon véritable mot de conclusion. Les années 90, marquées, on l'a vu, par une triple vague migratoire, mais marquées également par des attentats xénophobes en Allemagne dont tout le monde se souvient, Mölln, Solingen, Rostock, voilà, ce sont des Hoyerswerda, voilà des noms emblématiques de ce qui s'est passé au début des années 90 en Allemagne, quand une large part de la population allemande était de fait plus que sceptique sur la capacité de l'Allemagne à accueillir simultanément ces flots de migrants. C'est très important parce que dans les années 90, on n'ouvrait pas un journal, et même encore au début des années 2000, on n'ouvrait pas un journal sans voir la problématique de l'accueil, par exemple, des Aussiedler. Aujourd'hui, c'est passé totalement à l'arrière-plan. Ça ne signifie pas que cet accueil a été totalement efficace, ça ne signifie pas que tous les problèmes sont résolus, mais ça signifie au moins que ce qui paraît être une œuvre insurmontable est de fait bel et bien surmontable. Donc il m'importait de dire cela en guise de conclusion. Je vais stopper là mes propos pour rester à peu près dans le timing.